Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement de succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique financière présentée par le groupe Mallette et je suis en compagnie du conseiller en gestion chez Mallette, Danny Landry. Danny, bonjour. Bonjour. Danny, on a parlé du monde entrepreneurial dans l'autre chronique et aujourd'hui, on va parler des facteurs clés de succès en affaires. Exact. Est-ce qu'il y en a beaucoup? De facteurs clés, oui, il y en a beaucoup. Oui. Mais avant d'aller là, j'aimerais te parler un peu des statistiques. Okay? Selon Statistique Canada, c'est les statistiques de 2014, on dit que le taux de survie des entreprises après 5 ans est de 63 %. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part 10 entreprises aujourd'hui. Dans 5 ans, il en reste 6. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est pour l'ensemble de l'industrie. Pour les entreprises qui ont moins de 5 employés, tu comprends que c'est la majorité des entreprises au Québec, en tout cas, il y en a beaucoup, on parle d'un taux de survie de 43 %. Donc, on part 10 entreprises aujourd'hui. Dans 5 ans, il en reste 4. Ouch. C'est inquiétant. C'est un peu inquiétant, hein? Pourquoi? Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un paquet de facteurs. Et c'est là que je veux parler des facteurs clés de succès. Donc, si les entreprises ont tous ces facteurs clés de succès-là, leurs chances de réussite sont nettement supérieures. Puis s'il y a beaucoup de facteurs qui sont là-dedans, qu'on ne les a pas, à ce moment-là, c'est sûr que le taux de réussite peut être plus difficile. OK. On va les prendre un par un. Un par un. Commençons par le numéro 1, qui est l'entrepreneur. Okay? Donc, j'en ai parlé tantôt dans l'autre capsule, c'est-à-dire l'entrepreneur, ça prend un entrepreneur qui a du passion, expertise, persévérance. Parce qu'imagine que je suis un riche homme d'affaires. Je décide, moi, d'acheter une fleuriste. Okay? Ça a l'air à faire de l'argent, cette affaire-là. Donc, j'achète une boutique de fleurs, mais je ne connais pas ça. Okay? Je n'ai pas l'expertise. Je vais me fier aux gens qui sont en place. Je vais espérer qu'ils vont faire une bonne job. Mais je ne suis pas trop à mes affaires parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que je veux, c'est juste empiler du cash. Puis, ça se peut-tu qu'après 6 mois, quand je vais voir que ça perd de l'argent, cette affaire-là, je vais dire, ah non, écoute, on oublie ça, là, on va fermer ça, cette affaire-là. Donc, mon taux de succès, il va être de 0, là, il va être nul. Là. Mais quelqu'un qui, lui, là, il a étudié là-dedans, okay? Il a fait ses études là-dedans, il en mange des fleurs, okay? Il aime ça, faire des beaux arrangements, tout le kit. Il est dédié par rapport à sa clientèle. Dévoué. La persévérance, bien, il va l'avoir un peu par défaut parce que tout mis ses biens en garantie. Fait qu'il n'y a pas le choix d'être persévérant. Okay? Donc, le mot passion a tout son sens. Absolument. Absolument. A tout son sens. Puis la plupart des entrepreneurs avec qui je parle, là, c'est des gens qui sont passionnés. De façon générale, là, j'en ai pas vu vraiment qui disent « Ah, moi, je fais ça, mais ça me tente tellement plus. » Non, jamais. Donc, le mot passion, tu as raison, il prend tout son sens. Et c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur et un gestionnaire. Un entrepreneur, là, lui, il a une vision des choses, il voit grand, il sait où il s'en va, puis il a tout le temps 1001 projets pour améliorer son entreprise. Tandis qu'un gestionnaire, là, ça le dit, il gère, il va gérer. Est-ce qu'il y a une vision dans 5 ans? Peut-être pas. J'aurais pensé qu'un gestionnaire aurait eu, lui, cette vision-là, alors que l'entrepreneur, il tripe sur son métier, son produit. Alors qu'un gestionnaire, j'aurais pensé que lui, voyait 5 ans, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'un gestionnaire n'a pas une vision, ouais. Mais dans le fond, la différence entre un entrepreneur, il y a plein de projets, tandis que le gestionnaire, lui, il va dire « Oh, t'as peu, on ne dépensera pas trop là. » Tu sais, c'est deux façons différentes. Donc, ça, c'est le numéro 1 qui est l'entrepreneur. Deuxième facteur clé de succès, c'est la connaissance du monde des affaires. Okay? La connaissance des chiffres. Puis là, je vais te donner un exemple. Je donne une formation, entre autres, en coût de revient. Donc, comment rentabiliser son entreprise. Puis ça va faire partie d'une autre chronique éventuellement. Première chose que je fais quand les gens s'inscrivent, je leur dis, écoute, ça coûte 1 400 $ faire ton produit. Ça prend 45 heures. Fais-moi ton prix. Okay? Puis là, j'ai 15 entrepreneurs. C'est tous des gens d'affaires qui suivent ma formation. Là, 15 entrepreneurs qui sont là. Là, ils me regardent un peu bizarre en me disant, un peu, c'est parce qu'il manque plein d'informations. Parfait. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais vous répondre. Puis malgré les questions qu'on me pose, 95% des gens arrivent à un prix inférieur à mon coût de temps.
Ah, ouais. Donc, tout ça pour dire que tout le monde a une stratégie de prix. Est-ce qu'elle est bonne? Ça, c'est une autre histoire. Donc, de justement être capable de faire une bonne tarification, de bien comprendre ces chiffres, d'avoir les bons réflexes pour dire « Ah, ça, c'est un bon move que je fais. Ah, ça, je suis pas sûr que... » Ça, c'est là que la connaissance des affaires rentre en ligne de compte. Et je te dirais que c'est probablement une des plus grandes causes d'échec des entreprises, parce qu'ils l'ont pas. Ils n'ont pas ce flair-là, ils n'ont pas les réflexes qui permettent de dire « Ouais, ça va m'aider à rentabiliser mon entreprise. » Les gens ne l'ont pas, ça. OK. Ce que je comprends, c'est que le prix a tout son sens dans le... Ah, il n'y a pas juste le prix, il y en a 4 variables. On va les voir dans un autre chronique. Le marché. Oui, effectivement, le marché. Ben, j'en ai parlé encore une fois dans l'autre capsule. Comprenez que si je pars une entreprise dans un marché qui est déjà saturé, puisque j'ai déjà plein de compétiteurs, puis peu de gens pour acheter, ben, bonne chance. Là. Écoute, ça va être difficile. Comme je veux, mettons que je décide, hey, j'ai une bonne idée, je vais vendre des bouteilles d'eau. Okay? Puis je vais les vendre 2,5 piastres. Penses-tu que ça va marcher, mon projet? Pense pas, moi. Compétition trop fort. Ben, déjà, tu t'en vas au dépanneur, au Dollarama, tout ça, pour une pièce. Fait que moi, les vendre à 2 piastres, je vais dire, ouais, mais t'as peu, c'est de l'eau qui vient de mon puits. L'eau est pure. Elle a beau être pure, là, mais pas sûr que ça va marcher. Okay? Donc, vois-tu que le marché, là, c'est un élément hyper important. Il faut absolument s'assurer que j'ai des clients pour mon produit ou mon service, puis j'ai pas trop de compétition. Donc, si ça existe, bien, à ce moment-là, ma probabilité de succès est pas mal meilleure. On en a parlé à la dernière chronique. Est-ce que l'étude de marché est nécessaire? Bien, Parce que là, vous parlez du marché, donc il faut avoir une analyse, savoir un peu de quoi est composé le marché dans lequel on veut partir une entreprise. sans faire une étude de marché complète, il faut au moins avoir un bon feeling du marché. Parce que si tu n'as pas ça, écoute, tu risques de tribunner. Avoir quelques statistiques au moins pour appuyer... Ou du moins des intérêts, des lettres d'intérêt, où tu en parles à ton entourage et tu penses-tu que ce serait une bonne idée? Fait que les gens disent oui ou non, mais déjà, il faut que tu ailles sonder un peu le marché pour voir, y a-t-il de l'intérêt pour mon produit ou mon service? Si, je ne sais pas, moi, je décide de vendre un jeu de société, par exemple, que je décide de faire un nouveau jeu de société, puis je veux partir ça. C'est un jeu de société sur, je ne sais pas, moi, sur l'alcool, par exemple. Puis que les gens ils disent, ah, c'est drôle comme jeu de société, je suis pas sûr. Bien, ça se peut que finalement, mon idée est peut-être pas si bonne que ça. Mais par contre, je partirais un jeu de société sur le développement du tourisme dans une région, puis ça deviendrait même un outil de promotion pour la région. Ah, ben tiens, c'est innovateur, on n'a pas vu ça souvent, ben peut-être que même que les MRC achèteraient mon jeu de société par MRC. Puis là, j'aurais peut-être un potentiel parce qu'il y a un intérêt par rapport à mon projet, mon produit. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je prendre en note. C'est une bonne idée. Je donne différents exemples comme ça, mais c'est ça. Donc, vous voyez que le marché, c'est un élément hyper important. Les stratégies? Bien, les stratégies, ça, c'est d'être capable d'avoir une vision, d'être capable de se projeter dans le futur. Okay? Puis je vais te donner un exemple. Tu connais l'entreprise Kodak? Okay. Kodak, c'était les leaders du marché dans les années 80. Okay. Tellement leaders que quand on allait s'acheter un appareil photo, on disait on va aller s'acheter un Kodak. Okay. Ça comme le frigidaire, comme le skidoo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y a un groupe d'ingénieurs qui sont arrivés et ont dit « Hey gang, on a trouvé une façon de faire des photos sur du numérique. » Là, la haute direction a dit « Mais non, on ne mettra pas ça en marché. Écoute, on va tuer notre produit vedette qui est la photo pellicule. » Fait que, alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu leur technologie à leurs compétiteurs. Parce que les autres se sont dit, il n'y a jamais personne qui va regarder des photos sur un ordinateur. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis, évidemment, ben, les compétiteurs, eux autres, ont mis ça en marché. Puis, quand Kodak s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Fait qu'ils ont été obligés de déclarer faillite vers la fin des années 80. Mais on s'entend que les entrepreneurs, ce n'étaient pas des deux de pique. Là. Okay? C'était quand même des gens de qualité. Le marché, ils l'avaient. C'est sûr qu'ils l'avaient. Ils savaient compter, ça, j'étais à peu près certain. Mais ils n'ont pas fait les bons moves. Okay? Et on pourrait penser à Sears, à Zellers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont juste pas renouvelés. Écoute, Sears, là, c'était de la vente par catalogue. Sears, c'était incroyable. Ils étaient tellement en avant avec leur catalogue. Écoute, faire le step pour amener puis devenir un Amazon de ce monde, c'était pas difficile à faire. Bien, pas difficile. Oui, ça demandait un certain effort. On comprend, là, mais je veux dire, le step n'était pas si gros que ça à faire. Mais ils l'ont juste pas fait. Ils l'ont juste pas fait. Ils se sont assis sur leur laurier, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, là, sur leur marque de commerce. Mais à un moment donné, c'est que la marque de commerce, les gens avaient une perception que c'était une entreprise en déclin, un peu vieillotte. Le monde change, hein? Bien, le monde change. Les habitudes de consommation changent aussi. Absolument. La disponibilité des ressources, ça, c'est...
Bien, écoute, quand je parle de disponibilité de ressources, je parle de quoi? Je parle de 3 ressources essentielles. Les ressources matérielles. Imagine que je décide de faire des composantes électroniques pour le monde du véhicule automobile. Oui, mais les composantes électroniques, ils viennent de où? Ils viennent de la Chine, de la Corée, du Japon. OK? Il faut que j'achète ça en container. Puis là, je t'annonce que l'année passée, en 2021-2022, il n'y en avait plus de composantes électroniques de disponibles. Fait qu'il y a des entreprises là, qui ont passé une commande. Puis il y en a qui étaient pris en Chine puis en Colombie-Britannique. Fait que, écoute, plus de matières premières, là, comment veux-tu produire? Donc, fait que c'est sûr que ça peut mettre en péril une entreprise. L'autre chose qui peut mettre en péril l'entreprise, c'est le manque de main-d'œuvre. On a entendu parler ces temps-ci un petit peu, quand même, un peu. Hein? Oui, donc, les productions sont diminuées ou bloquées parce qu'on n'a pas assez de monde pour produire. Bien, c'est exact. Moi, je dis à une entreprise, écoute, je suis capable de doubler ton chiffre d'affaires, es-tu content? Je me regarde, hein, pas sûr. Pas sûr, comment ça? Écoute, je te donne la possibilité de doubler. Ouais, mais tu sais que je vais trouver mon monde. OK? Fait que le manque de disponibilité de main-d'œuvre peut freiner une entreprise. Puis dans certains cas, si la main-d'œuvre s'en va en plus, puis c'est toute ma main-d'œuvre qualifiée, je suis dans le trouble. Là. Donc, ça peut mettre en péril une entreprise, ça, c'est sûr. On arrive fréquemment à des restaurants de chaîne, puis on dit « Oh, c'est fermé aujourd'hui par manque de personnel. » C'est pas drôle, là. On est rendu là. Et l'autre ressource hyper importante, c'est le cash flow, c'est la liquidité, c'est le cash dans l'entreprise. Si je suis en manque de liquidité puis que je ne peux plus opérer, c'est comme avoir une belle Ferrari devant la porte, mais pas capable de mettre d'essence dedans. Okay? Tu as beau avoir le meilleur véhicule au monde, mais si tu n'es pas capable de suivre parce que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de liquidité, ça ne donne rien. Parce que c'est une chose qu'il faut comprendre. Hein? Rentabilité et liquidité, c'est 2 affaires différentes. Tu as beau être très rentable, mais si tu n'as plus de cash flow, ça se peut que l'entreprise fasse faillite quand même. Pas drôle, hein, mais c'est ça. Ouais, donc, c'est un facteur clé de succès important. La gestion, c'est d'avoir des bons outils de gestion, des bons indicateurs, être capable de voir est-ce que mon entreprise s'en va dans la bonne direction ou pas. Est-ce qu'on est correct? C'est quoi nos points de repère au juste? Okay? C'est-tu juste, je prends mes états financiers à la fin de l'année puis je dis, ouf, c'est pas pire, on a fait un peu d'argent. Tout le long de l'année, on a fait quoi pour savoir si on était bien aligné ou pas? On se croisait les doigts. Il faut avoir des outils pour mesurer. Bien, ça prend des outils de mesure. On n'a pas le choix. Là. Sinon, c'est comme s'en aller avec un auto, pas de rétroviseur, pas d'indicateur de vitesse, pas d'indicateur d'essence. Okay, on va espérer qu'on va se rendre à bon port, mais écoute, pas une garantie. Là. Okay? Donc, c'est un peu ça la gestion. Les réseaux d'affaires, hyper important. Okay? Puis ça, j'ai allumé à ce niveau-là, à un moment donné, quand j'ai assisté à une conférence d'un monsieur Robin, qui, lui, est propriétaire des gins Norrois. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, là, les fameux gins Norrois, qui a développé un gin sans alcool à un moment donné, et son gin sans alcool s'est retrouvé dans la plupart des marchés d'alimentation du Québec. Mais là, je me suis dit, mais comment il a fait pour faire ça? Parce que moi, demain matin, là, je développe un nouveau chocolat, par exemple, puis là, je dis, hey, je vais vendre ça dans toutes les maxis. Hey, je suis mieux de me lever de bonne heure, là. Qui je vais contacter, premièrement, là, pour vendre ça dans toutes les maxis? Ça me prend un contact, là, j'ai pas le choix. Bien, lui, il avait ce réseau de contacts-là. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a fonctionné. Je regarde, entre autres, tantôt, on parlait de, un petit peu, son nom m'échappe, Pierre-Olivier Drouin des Fire Barns. Ses produits sont maintenant vendus en Europe. Là, j'ai posé la question, j'ai dit, ouais, mais comment tu as fait pour vendre tes produits en Europe? Bien, il est allé à un show à un moment donné, à une foire commerciale, puis il y a des gens qui avaient entendu parler de son produit ici au Québec, qui est allé le voir, puis ils ont dit « Hey, on serait intéressé à développer tes produits ». C'est sûr qu'il y avait un historique derrière lui, oui. Puis il y a une histoire à succès, mais il n'empêche que ça lui prenait quand même un réseau de contacts pour être capable d'arriver à faire ça. On a presque terminé. Oui. L'accompagnement et la chance. Ben, je suis un peu surpris de voir la chance. Bien, en fait, l'accompagnement, l'entrepreneur qui est bien accompagné a beaucoup plus de chances de survivre que parce que les gens ne savent pas tout. Là. Ça prend un fiscaliste, ça prend un avocat, ça prend un notaire, ça prend un comptable. Écoute, puis les gens, passe pas à côté de ça. On ne passe pas vraiment à côté de ça. Et la chance, ben, je ne miserai pas là-dessus, mais dans certains cas, ça peut arriver. Puis là, encore une fois, je reviens avec M. Robin des gins Norrois, qui, vous savez qu'en 2022, c'est-à-dire on a eu une sorte de pandémie à un moment donné, que tous les commerces étaient fermés, bien lui, il restait la possibilité de 2 pays. Après ça, c'était terminé, son entreprise. Terminé. Okay? Puis là, il venait d'apprendre que tous les restaurants puis tous les commerces étaient fermés. Là, il s'est dit, mais comment je vais faire? Mais là, à un moment donné, il est allé dans un commerce, puis là, il a entendu dire qu'il manquait de Purell.
Il s'est dit, Caroline, du purée, c'est fait avec l'alcool, ça? C'est quoi je produis? Moi, je produis de l'alcool. Alors, il a fait un offre au gouvernement. Il a-tu été chanceux? Il était chanceux. OK, mais je comprends mieux le sens de la chance. OK? Dans certains cas, là, il arrive une opportunité. D'arriver au bon moment. Exactement. Mais comme je dis, ce ne serait pas le facteur sur lequel je miserais en premier, mais des fois, ça arrive. Moi, j'écouterai ça pendant des heures parce que ça me fascine beaucoup. C'est là qu'on comprend l'importance de ne pas sauter les étapes. Absolument, absolument. D'être structuré puis d'avoir, c'est sûr, des bons conseillers qui accompagnent l'entreprise. Le gage de succès est nettement meilleur. On vient de doubler les statistiques de succès au Québec avec ça. Merci beaucoup, Danny Landry, conseiller en gestion du groupe Mallette, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs chez Mallette au 14 chemin des Poiriers, 248 57 77. Et c'est là qu'on réalise toutes les étapes qui sont tellement importantes pour démarrer, non seulement pour démarrer, mais rester en affaires. Exact. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.